Honorable assistance, notre sujet aujourd'hui s'articule autour d'un thème crucial en matière d'urbanisme. Il s'agit des plans d'urbanisme. Nous allons survoler ce thème à travers deux questionnements majeurs. La première question, c'est qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme? La deuxième, c'est comment élaborer un plan d'urbanisme. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme, comporte l'essentiel de l'information qui explique les rôles, objectifs et mandats des plans d'urbanisme. Tandis que la deuxième question, comment élaborer un plan d'urbanisme, se rapporte davantage à l'essentiel des aspects méthodologiques intervenant dans le processus de réalisation des plans d'urbanisme. Les principaux documents d'urbanisme sont composés en Algérie, par exemple, des PDO et des POS. Le PDO, à l'échelle d'une commune ou d'un ensemble solidaire de communes, il se réfère aux orientations des SNAT et SRAT et des plans de développement wilayal en matière de planification, d'aménagement et d'organisation de l'espace. Ça veut dire qu'en matière de planification et d'aménagement, il prend ses références dans les schémas nationaux d'aménagement du territoire et dans les schémas régionaux d'aménagement du territoire et dans les plans de développement wilayal. Il fixe les perspectives de développement pour un long terme, 20 ans, et il se trouve pour cela révisable aux 10 ans. Il dicte aussi les orientations en matière d'aménagement et d'organisation de l'espace et vient définir les termes de référence des POS et délimiter leur périmètre. Les POS, à leur tour, sont destinés à l'échelle d'un secteur urbain à fixer les règles de construction et d'occupation du sol en vertu d'un règlement d'urbanisme. Les documents d'urbanisme s'appellent documents car ils sont les documents réglementaires référentiels où l'administration et les élus puisent leurs références en matière de gestion foncière et urbaine. Également, ils sont appelés instruments d'urbanisme car ils ont la capacité d'orienter l'action dans l'espace. Par rapport à la question du rôle, ce sont des instruments de différentes formes, cartes, plans, règlements, etc., destinés d'abord, premier rôle, à planifier, ça veut dire prévoir les besoins futurs en espace, en équipement. Deuxième rôle, destiné également à organiser l'espace. Lorsqu'on parle d'organisation de l'espace, il s'agit de la répartition des fonctions dans l'espace. Il s'agit de l'affectation des fonctions dans l'espace en fonction des aptitudes et des contraintes de chacun des secteurs. Troisième rôle, ces instruments viennent orienter l'action d'aménagement. Ça veut dire recommander un certain nombre d'actions à mener en fonction des aptitudes, des contraintes, des problèmes et des besoins de chaque secteur. En quatrième lieu, ils viennent encadrer l'action dans l'espace grâce à un règlement d'urbanisme qui codifie pratiquement les règles de construction, les règles de servitude légale et qui fixe les gabarits, les densités et les hauteurs. Ce sont des outils de planification, d'aménagement et de réglementation qui servent de référence à la gestion urbaine et foncière et viennent assurer la cohérence et le contrôle du processus de croissance urbaine. Les documents d'urbanisme comportent les éléments suivants. Tout d'abord, un rapport écrit
composé d'un diagnostic et état des lieux, et également des perspectives de développement sous forme de variantes et des actions d'aménagement et programmes d'équipement. Le deuxième élément, c'est un règlement d'urbanisme qui comporte l'ensemble des règles qui ont force de loi et qui codifient l'action dans l'espace et les règles de construction. Le troisième élément sont des documents graphiques où on reconnaît un plan de l'état des lieux, un plan d'aménagement, un plan d'équipement, un plan de servitude légale, des plans d'occupation du sol. Dans sa dimension institutionnelle, la procédure du PDO est régie par la loi d'orientation foncière, loi numéro 90-25 du 18 novembre 1990, relative à l'orientation foncière, qui fixe entre autres les procédures de lancement, de notification, d'adoption, de l'enquête publique, de révision et d'approbation du PDO. Sur le plan financier, le PDO agit en qualité de guide en ce qui a trait à la spatialisation des investissements publics et des programmes d'équipement. À la question comment élaborer le plan d'urbanisme, encore une fois, nous allons synthétiser d'une façon succincte la démarche globale, alors, qui consiste d'abord à tracer les perspectives d'avenir grâce à une vision. Lorsqu'on parle de vision, c'est la façon comment on projette l'image future, bien sûr sur fond d'innovation. Généralement, cette image futuriste, c'est ce qui ressort des orientations, des grands schémas d'aménagement, le SRAT ou le SNAT ou le SRAT, les schémas nationaux, les schémas régionaux d'aménagement du territoire, dans lesquels les PDO puisent l'essentiel de leurs références. En deuxième lieu, il s'agit de dresser un diagnostic des lieux en vue de prévoir les besoins futurs en espace et équipement et en vue d'identifier les actions d'aménagement à mener. Ceci, c'est un petit peu l'aspect ou le volet technique de la réalisation des plans d'urbanisme et qui est basé fondamentalement sur une bonne analyse socio-spatiale. En troisième lieu, il s'agit, à la lumière de cette étude, cette expertise technique, élaborer une stratégie sous forme de plan d'action relatif à l'aménagement, à l'organisation et le développement urbain, et définir une politique sous forme de normes et règles et programmes d'investissement. Alors, ce dernier volet se déroule sous un angle purement institutionnel selon un processus décisionnel. Toujours par rapport à la question du comment élaborer les plans d'urbanisme, on doit s'arrêter sur un principe de base par rapport à l'approche, il consiste à l'approche projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'espace socio-spatial est un système composé d'un contenu complexe et interactif. Alors, toute action dans l'espace affecte le système dans sa totalité et suscite des interactions. Alors, les composantes du système n'agissent pas d'une façon aveugle et autonome, mais d'une façon dynamique et interactive, ce qui, par conséquent, exige une approche systémique de l'espace socio-urbain en tant que tout et non pas en tant que juxtaposition de parties. Toujours par rapport à la question du comment élaborer les plans d'urbanisme, nous allons présenter les principales étapes du processus méthodologique.
Alors, nous avons la phase de l'enquête, nous avons la phase de l'analyse, et nous avons la phase de l'élaboration des plans, et nous avons la phase des procédures de décision institutionnelle. Alors, tout d'abord, au niveau de l'enquête, il s'agit de trois principales actions. Il s'agit d'abord de l'observation de l'espace. L'observation de l'espace nécessite la définition de l'objet. Il s'agit ici de l'objet socio-spatial qui, comme on vient de le voir, multiple et complexe et dynamique. Il est composé à la fois des espaces construits, des populations, des activités et de la culture. Et comme objectif, l'observation ou l'enquête vise l'objectif de recueillir des données et des informations. Alors, l'enquête exige à son tour des critères d'observation, comment observer cet objet, comment le voir, comment l'approcher, comment l'identifier, l'observer, l'évaluer, etc. Et des inutiles de mesure. Il va falloir que cet objet, pour qu'il puisse être identifié, il doit être d'abord mesurable, afin qu'il soit à la fois identifiable et évaluable. Et ça prend également des indicateurs d'évaluation afin de d'évaluer la situation de l'espace. Et bien entendu, cela est conditionné par la délimitation du cadre spatial, ça veut dire les périmètres et le choix des échelles. Vient ensuite la deuxième étape dans l'enquête, qui est le traitement des données. Ces données en masse brute, pour qu'elles puissent être exploitables, lisibles et analysables, il va falloir passer par la phase du traitement des données. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on va procéder selon deux techniques. La technique de représentation cartographique, qui nécessite la traduction cartographique sur des fonds de cartes de toutes ces informations. Cela, bien entendu, exige à son tour un système de représentation graphique. Et en deuxième lieu, ça repose sur la technique des méthodes quantitatives, la mise en rapport des données quantitatives, la combinaison des données quantitatives, le calcul des ratios, des rapports, des densités, des proportions, ça veut dire dégager des valeurs relatives afin qu'elles soient lisibles et exploitables. En troisième lieu, une fois cette information réunie, cette information traitée, on procède bien entendu à l'analyse proprement dite. Et pour faciliter l'analyse, on procède également par la technique de superposition de cartes afin d'élaborer des synthèses. Alors, étant donné que nos cartes thématiques sont chacune par thème, qui traduit un sous-objet, pour élaborer la synthèse de tout cela, on procède par la technique de superposition des cartes qui va nous permettre d'obtenir une lecture globale, une lecture d'ensemble, une lecture de synthèse. Et cela nous permet également d'élaborer des cartes de contraintes, des cartes de potentialité, des cartes de problèmes et des cartes des besoins, afin de dresser un état des lieux global. Actuellement, avec l'AutoCAD, il offre également cette possibilité technique de procéder par le module de calque, le module layer, de procéder à cette décomposition et cette recomposition qui permet à la fois de traiter chaque sous-objet à part, étant donné qu'il a ses propres attributs, il a ses propres unités de mesure, etc., mais de pouvoir également les superposer à la fin pour obtenir une carte d'ensemble et une lecture globale. Une fois l'analyse faite, on procède au final à l'élaboration des plans et documents. Donc, dans ces plans, il s'agit d'élaborer un plan d'aménagement et d'urbanisme où
On identifie les différents secteurs et leurs caractéristiques. On planifie, on localise l'urbanisation future selon ses termes et ses règles, où on détermine des actions d'aménagement, des réglementations et des servitudes spéciales liées à l'urbanisation future, à la protection des sites naturels et culturels sensibles, aux sites à risque, inondations, glissements, etc. Du style zone urbanisée à urbaniser selon les termes, zone naturelle à protéger, zone inondable, zone agricole, zone humide, zone d'activité, zone résidentielle, zone stratégique, zone centrale, etc. On détermine également, dans le cadre de ces plans d'aménagement et d'urbanisme, dans ces PDO, on détermine les périmètres des POS avec leurs termes de référence. Et également, toujours, on planifie les équipements collectifs futurs, on localise leur terrain selon un programme d'équipement soutenu d'une grille et d'un plan d'équipement. Et en dernier lieu, parmi ce lot de plans et de documents, il y a le POS qui, lui, intervient à une échelle de détail du secteur urbain pour fixer les règles de construction, des servitudes légales et déterminer les densités et les gabarits. Une fois l'étude technique et le plan purement technique fait, en ce moment-là s'engage la procédure institutionnelle, la procédure de décision. Donc, le processus de décision, il touche à la fois toutes les phases du processus de réalisation du PDO, depuis son lancement, sa notification, l'engagement de l'enquête publique jusqu'à son approbation. Suite à cela, sont engagés les investissements publics. Alors, ce dernier lot relève de la compétence de l'administration publique qui, elle, s'engage dans un processus décisionnel qui est codifié par la loi d'orientation foncière. Toujours par rapport à la question comment élaborer un plan d'urbanisme, restons toujours dans le processus méthodologique pour parler d'une règle d'or qui est celle de la technique de décomposition et de recomposition. Alors, la règle de décomposition assure l'efficacité du processus d'observation et d'analyse et soutient sa bonne organisation. Elle s'applique à la décomposition de l'objet en sous-objets. Exemple, l'espace socio-urbain comme objet composé complexe se subdivise aisément en 4 bâtis, populations et activités, car chacun des sous-objets est de nature différente et tous exigent des systèmes de mesure, d'identification et d'évaluation différents. Voir à la fin de la présentation la matrice de projet et la grille d'identification dans rubrique outils méthodologiques. Alors, pour élaborer les synthèses, on procède par la recomposition à l'aide, par exemple, de la technique de superposition des cartes thématiques. La deuxième règle d'or en matière de méthodologie, c'est la notion d'échelle. Pourquoi? Parce que l'échelle constitue un élément fondamental. Elle permet de distinguer entre un niveau et un autre à partir duquel le contenu devient contenant et le sous-système devient système et inversement, selon une vision systémique de l'espace où tous les niveaux hiérarchiques s'articulent les uns avec les autres et s'imbriquent les uns dans les autres. L'échelle joue un rôle fondamental. L'analyse en dépend pour une large part car les limites et les domaines des espaces se trouvent définis grâce à l'échelle. Pour les fins de planification, on applique 4 grandes échelles dont l'échelle territoriale, où la ville est considérée comme un élément d'un grand système vis-à-vis d'un environnement constitué de réseaux de villes. B. L'échelle régionale, où la ville constitue un élément d'un système plus réduit et considéré vis-à-vis de son environnement étendu. C. L'échelle urbaine, où la ville est considérée comme un système en soi,
dans sa dynamique interne et ses relations vis-à-vis de son environnement immédiat, aire d'influence, zone des relations prioritaires, etc. Alors, D, l'aire urbaine, saisie comme une partie de la ville, est contenue dans son système. Et pour finir, voici une boîte à outils méthodologique. Juste à titre d'exemple, nous avons un échantillon de ces outils. Alors, nous avons par exemple ici la représentation cartographique qui nécessite des outils pour la représentation de façon à rendre compte graphiquement et cartographiquement de la situation et de l'état des lieux. Donc, nous avons un système pour représenter les fonctions. Nous avons un système également pour représenter les caractéristiques et nous avons des attributs pour permettre l'évaluation des situations sur une échelle du plus de l'extrême positif à l'extrême négatif. Dans la boîte à outils, voici également une grille méthodologique d'identification et d'évaluation de l'espace construit, comme on vient de le voir, que pour l'observation et l'identification de cet espace qui est complexe et qui est composé, il va falloir trouver une façon de définir, de le subdiviser en sous-objets, de définir des critères d'identification et des attributs, des unités de mesure et des attributs d'évaluation. Et c'est ce que cette grille nous présente. Dans cette boîte à outils méthodologique, nous avons également la grille méthodologique de synthèse. C'est une matrice où on retrouve d'une part une colonne réservée à l'objet qui est l'espace socio-urbain, en l'occurrence, décomposé selon les fonctions. Alors, nous avons la mobilité, la nature en ville, les loisirs et la récréation, la sécurité urbaine, la fonction résidentielle, la fonction commerciale, les activités de production, etc. Dans les autres colonnes, chacune est réservée à un aspect selon lequel est identifié l'objet. Alors, nous avons une colonne pour les aspects d'organisation et de fonctionnement, une colonne pour les aspects d'aménagement, une colonne pour les aspects de composition et d'architecture, et une colonne réservée aux problématiques et références diverses. C'est une grille de synthèse sur laquelle on viendrait reporter la synthèse des informations. Alors, non seulement l'outil sert de guide pour le processus d'enquête, mais également il sert de plateforme de synthèse lors des discussions et débats en vue de la prise de décision. Toujours dans cette boîte à outils également, nous avons un exemple de ce qui peut servir comme un support lors de l'enquête. Ce sont les fiches thématiques. Pour chacun des sous-objets de l'espace socio-spatial, qui sont des thèmes, population, activité, espace et lieux construits, et qui chacun a ses propres indicateurs d'observation, ses propres unités de mesure et ses propres attributs d'évaluation. La fiche par thème nous permet d'enregistrer toute l'information, la synthèse de l'information, et elle nous donne également, elle nous guide dans le choix des critères, des unités de mesure et de l'évaluation.
Ce sont là juste quelques exemples de fiches à titre indicatif. Maintenant, si vous voulez vraiment consulter plus de fiches et dans le détail, je vous renvoie à mon livre « Éléments d'analyse urbaine », édition de l'OPU. En conclusion, il va falloir retenir la chose suivante, que la gestion du processus décisionnel et les autres aspects institutionnels relèvent essentiellement de la compétence de l'administration publique, tandis que le processus de réalisation technique relève essentiellement de la compétence de l'architecte et de l'urbaniste qui agissent en qualité de maître d'œuvre, alors que l'administration agit en qualité de maître d'ouvrage. Et la meilleure façon de réussir la cohérence du projet technique est de maîtriser la méthodologie. Très important à retenir comme conseil de conclusion. Merci pour votre attention et j'espère qu'on aura bien l'occasion de développer davantage lors de la séance des questions-réponses. Merci et bonne continuation.